vendredi 7 juin 2024. Excellent week-end chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes sur Kivu Morning Post. Voici l'essentiel de l'actualité au niveau de la région d'Ikivu. La vie a repris son cours normal ce vendredi à Kanyabayonga après une nuit agitée marquée par des combats entre les terroristes du M23 et les forces armées de la RDC à 2 km de la commune rurale de cette entité. Ils comparaissent depuis ce vendredi 7 juin dans la ville-province de Kinshasa. Eux, ce sont les Américains et Canadiens ainsi que Marcel Malanga, fils du cerveau présumé du coup d'État raté en République démocratique du Congo en date du 19 mai 2024. Ces personnalités se sont retrouvées ce vendredi devant le tribunal militaire de Kinshasa. Vous aurez plus de précisions dans cette session informative. Vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Je vous invite tout simplement à vous abonner. On se retrouve dans quelques secondes pour les développements de l'actualité. Je l'ai dit au sommaire, la situation sécuritaire est relativement calme depuis la matinée de ce vendredi 7 juin 2024 dans la commune rurale de Kanyabayonga, située à la lisière entre les territoires de Rutshuru et celui de Lubero. Nous restons au Nord Kivu. Précision avec Émilie Moutebois. Ceci fait suite à une nuit agitée marquée par de violents affrontements opposant les forces loyalistes FARDC en coalition avec les jeunes Wazalendo aux terroristes du M23 RDF. Les combats ont eu lieu aux alentours du point de passage PP à environ 2 km du centre de Kanyabayonga entre 18h et 21h durant près de 3 heures. Selon Égide Bagouma, acteur du conseil local de la jeunesse dans le groupement de Kanyabayonga, depuis ce matin, la situation est calme malgré une certaine timidité au sein de la population locale. Il précise que certaines boutiques ont ouvert leurs portes malgré la menace toujours présente de l'ennemi dans les environs. Les FARDC, en coalition avec le jeune Wazalendo, bloquent l'avancée de l'ennemi, surtout dans la partie sud du territoire de Lubero. C'est calme depuis ce matin, après les affrontements de la nuit de jeudi à vendredi au niveau du PP. Oui, la population a été prise de panique, mais ça va quand même. Nous avons ici les FARDC et les Wazalendo. Quelques boutiques ouvrent leurs portes malgré la perte de population. Aucune activité champêtre ne se déroule ici car l'ennemi est proche de Kanyabayonga, a déclaré M. Égide Bagouma du conseil local de la jeunesse. Les habitants qui ont regagné la commune progressivement avaient été contraints d'évacuer la zone cette même nuit, se réfugiant à Kaina en attendant le retour du calme. Rappelons que Kanyabayonga reste sous contrôle des FARDC et Wazalendo et qu'une accalmie précaire s'observe sur les lignes de front autour de la commune où les affrontements pourraient reprendre à tout moment. Parlons toujours de la situation sécuritaire en province du Nord Kivu. Un calme relatif est signalé depuis plus de 5 jours sur les différentes lignes de front dans plusieurs villages du groupement Bachali KMB, mais aussi Bachali, Mokoto, chefferie des Bachali, territoire de Massissi au Nord Kivu. Ceci s'explique par la reprise des activités socio-économiques et agricoles qui se poursuivent dans certaines localités qui, depuis la semaine dernière, faisaient face aux affrontements entre les jeunes Wazalendo et les terroristes du M23. Selon certains habitants qui parfois se rendent à Kichanga pour se ravitailler en produits de première nécessité, certains villages sont sous le contrôle de l'ennemi et d'autres sous celui de Wazalendo. À part ces provocations quasi quotidiennes qui peuvent survenir entre ces belligérants, ces citoyens pensent que cela pourrait être une bonne occasion pour les habitants ayant fui leurs entités respectives de regagner leur village d'origine afin de reprendre leurs activités habituelles. Signalons que l'insécurité qui persiste dans la chefferie des Bachali, chez les Baoundé et dans le reste du territoire est un facteur qui bloque en général le retour des populations déplacées dans cette partie de la province du Nord
Kivu. Nous allons nous rendre à Kinshasa, comme annoncé au sommaire. Kinshasa, le tribunal militaire garnison de cette entité a ouvert le procès des 53 accusés de complot contre le gouvernement Tshisekedi. Parmi eux, des ressortissants américains et canadiens ainsi que Marcel Malanga, fils du cerveau présumé du coup d'État. Un procès à haute tension, scruté par la nation et le monde avec des accusations graves allant du terrorisme au meurtre. La justice s'est mise en marche sous les regards attentifs de tous. Suivez ces commentaires de Jonathan Kissa depuis Kinshasa. En direct de Kinshasa, le tribunal militaire entame le procès très attendu des 53 individus accusés de comploter pour renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce tribunal devient le théâtre d'une procédure judiciaire dramatique, centrée autour de la tentative de coup d'État survenue le 19 mai dernier. Parmi les accusés, 3 ressortissants américains et un Canadien ajoutent une dimension internationale à cette affaire. Notamment Marcel Malanga, fils du défunt Christian Malanga, considéré comme le cerveau de ce complot, est décédé tragiquement le 19 mai. Ce procès représente un test crucial pour l'administration Tshisekedi qui doit naviguer à travers cette période tumultueuse. Les yeux de la nation et même du monde entier sont désormais tournés vers Kinshasa alors que le tribunal cherche à relever les défis derrière cette conspiration présumée. Marcel Malanga et des autres prévenus américains risquent la peine de mort pour le maître de Kevin Tamba et de 2 policiers de Vital Kamerhe. Ils sont accusés de 6 chefs d'inculpation dont attentat, terrorisme, meurtre, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et financement du terrorisme. La plupart des prévenus sont reprochés d'avoir commis des actes de violence contre 3 policiers à Delvaux avant d'attaquer la résidence de Vital Kamerhe et de s'en prendre au palais de la nation. La tension est palpable alors que le procès continue et que la quête de justice se déroule sous nos yeux. Après Kinshasa, nous allons nous rendre à Ituri où un éboulement de terre s'est produit dans la nuit du mercredi 5 juin dans le groupement Mabilindei au secteur Banyalikilo en territoire de Djougou au nord de la ville de Bunia. Cet incident tragique a causé la mort de plus de 30 personnes au carré minier dénommé 17 ans. Précision avec Rigen Lebissabo. Un éboulement de terre s'est produit dans la nuit du mercredi 5 juin dans le groupement Mabilindei du secteur de Banyalikilo en territoire de Djougou au nord-est de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cet incident tragique a causé la mort à plus de 30 personnes dans les carrés miniers dénommés 17. Un acteur de la société civile dans la commune rurale de Mongwalou, s'exprimant ce vendredi 7 juin, a précisé que le drame est survenu suite aux pluies diluviennes qui s'abattent régulièrement dans cette région minière. Selon Neto Baby, les dépits mortels de ces personnes n'ont pas encore été enlevés du lieu du drame. Il appelle les autorités et la jeunesse à se mobiliser pour récupérer les corps et leur offrir un enterrement digne. En province de l'Ituri, le pluie s'abat régulièrement sur plusieurs localités et grandes agglomérations. Outre les dégâts matériels, des morts sont aussi enregistrés, notamment lors d'éboulements de terre. À cette période, les créateurs artisanaux sont conseillés d'être prudents dans l'exercice de leur métier. Rentrons à Goma où le collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski en province du Nord Kivu, a lancé lors d'un point de presse tenu, nous sommes ce vendredi 7 juin 2024, un appel pressant à une mobilisation nationale pour répondre à la crise humanitaire affectant de millions de déplacés internes dans la région du Nord Kivu. Pekos Koulimouchi, cadre de Kojeski, a dénoncé les conditions de vie inacceptables dans les camps de déplacés et a exhorté les autorités et la population à agir rapidement. Suivons-les. Au niveau du Kojeski, nous ne sommes pas du tout d'accord qu'on doit responsabiliser la communauté internationale sur tout ce qui se passe. On nous parle de la solidarité nationale. On pourra se poser une question, où est cette solidarité là-bas nationale? Avant que la communauté internationale n'arrive, il y a une responsabilité citoyenne de nous les citoyens congolais.
quelles sont les interventions que nous avions mises en place pour intervenir dans cette situation. Et que si ces interventions ne suffisent pas, on a maintenant affaire avec la communauté internationale. Comme nous avions dit, par exemple, ici à Goma, nous avons aux environs de 3 millions de déplacés internes. Seulement aux environs de Goma ici. Avec 3 millions de déplacés internes, si il y avait même une solidarité, le Grand Kivu seul, c'est le Grand Kivu, c'est là que je parle du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. S'il y avait cette solidarité là-bas, le Grand Kivu pourrait être en mesure de contenir cette situation, cette crise humanitaire, s'il y avait cette solidarité là-bas nationale. Cela veut dire qu'on devrait, à chaque semaine, on devrait avoir des contributions de biens au niveau du Nord Kivu, on devrait avoir des contributions au niveau du Sud Kivu, on devrait avoir des contributions de Maniema, et ça résoudrait le problème. Mais cette solidarité exactement semble manquer. Terminons cette édition par ces SOS de Patrick Bolissomi, un artiste musicien de Goma, rencontré par Kivu Morning Post. Ce dernier est en train de remettre en question ces manques de soutien financier destiné aux musiciens locaux à Goma. Selon lui, les artistes de la région ne reçoivent pas les soutiens nécessaires de la part de la population, mais aussi également des Congolais de la diaspora pour prospérer dans leur carrière. Suivez Patrick Bolissomi. Donnez-moi le nom de cet artiste qui te sort une chanson ici à Goma, qui fait un carton incroyable et il gagne de l'argent derrière. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui achète nos musiques ici à Goma? Qui? Il y a une plateforme qu'on appelle Troto qui avait sorti ici pour que nous mettions nos chansons là-bas. Les gens qui disent être nos fanatiques, est-ce qu'ils achètent les chansons là-bas? Non. Non. Alors arrêtons un tout petit peu de... C'est vrai, à un moment on entre au studio juste par plaisir parce qu'on aime ce travail qu'on fait. Mais on ne gagne pas. Il n'y a aucun artiste qui gagne derrière sa musique ici à Goma. C'est lui qui va te dire qu'il a acheté une maison, une voiture, il a sorti. Pourquoi les grands festivals ou les grandes remises de trophées qui s'est fait en Afrique, même à Kinshasa, on n'appelle aucun artiste de Goma? Parce que notre musique est très limitée. On est très limité, c'est comme s'il y a une frontière qu'on ne peut pas dépasser. On doit se dire la vérité, on ne doit pas se voiler la face. Frère, un bon studio à Goma, avec un bon ingénieur de son, ça te coûte dans les 300, dans les 400 $. D'accord? Un bon clip, ça te coûte dans les 1500 ou 2000 $. J'ai sorti une chanson, j'ai fait un seul clip. Le titre c'est Eza, la rumba. C'est une belle chanson rumba. Il y a beaucoup de grands artistes d'ailleurs de Kinshasa ou de l'Europe qui adorent cette chanson. Mais je l'ai sortie, mais posez-nous la question, dites-nous la vérité. Et comment faire pour gagner derrière ça? J'ai dépensé à peu près 2000, 2500 ou 3000 $. Je pouvais acheter quelque chose d'autre qui pouvait m'aider à faire autre chose. Mais derrière ça, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. Alors arrêtons de nous voiler la face. Il n'y a pas d'artiste à Goma qui t'entre en studio et qui te sort des titres et qui gagne de l'argent, beaucoup d'argent derrière ça. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous clôturons cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour les informations des premières mains sur votre chaîne.